Salut, c'est moi Andrzej et voici potentiellement l'un des roadsters les plus sympas que tu puisses acheter. Je parle ici de cocher des cases dans un tableau ou tout simplement de récolter des points dans un tableau. Parce que c'est le Speed Triple 1200 RS et Triumph en fait avec le Speed Triple, avec son tout premier il y a des millions d'années, a lancé cette tendance. Vous savez, ces roadsters sportifs puissants, un peu voyous. Aujourd'hui, la concurrence est assez féroce, que ce soit en termes de prix, comme par exemple le Hornet 1000, ou en termes de performance avec la M. Miller, la 1390. Le Super Duke, qui n'existe pas encore, n'a pas encore été construit, mais il y a le 1290, le MT10 et d'autres machines similaires. Mais si tu regardes ce Triumph, il sait vraiment se défendre de tous les côtés. On verra s'il a encore quelques points faibles, même si je ne sais pas, parce que ce n'est que demain que je roulerai sur circuit. Donc ce contenu sera un peu coupé en deux et le complément viendra de la session sur piste. Parce que demain, il va pleuvoir, comme aujourd'hui d'ailleurs, il a plu, et nous roulerons sur le mouillé. Après Portimao sur une piste méga exigeante, eh bien c'est peut-être encore mieux, car nous verrons ce que ce châssis a à offrir. Je serai partial et impartial, car si vous avez remarqué sur la chaîne, nous avons acheté un radar pour la rédaction, triple 1200 DRR. Et oui, j'adore cette moto, elle est vraiment incroyable, mais d'un autre côté, je peux être un peu agacé parce qu'en dépensant de l'argent pour un équipement, tout à coup, un nouveau modèle sort qui est simplement amélioré, juste quelques retouches cosmétiques, mais on sent quand même un peu ces différences, toujours RR, il est suffisamment bon, merveilleux et fantastique. Mais je ne serai pas d'accord avec ces changements qui sont sur le RS-RR. On ne sait même pas s'il sera produit du tout, donc peut-être que j'ai encore une moto de collection. Il suffira simplement d'acheter le RS pour compléter la collection et de transférer quelques éléments de l'un à l'autre. Ce sera parfait, non? Mais qu'est-ce que je raconte au juste? Qu'est-ce qui a changé en tout cas? Ce qui a changé, c'est que c'est un autocollant qui imite des prises d'air et j'en ris un peu, mais elle est jolie parce qu'au début, quand je l'ai vue, je me suis dit « mince, quelle cache, quel réservoir, c'est sympa, ces prises d'air ici », mais en fait, ce n'est qu'un autocollant et voilà pour les choses importantes. Ici, nous avons une toute nouvelle suspension, une calibration modifiée du moteur, un nouveau système d'échappement et une nouvelle électronique, en fait des éléments entièrement nouveaux pour l'électronique. Et on pourrait penser que ce n'est pas grand-chose, mais la calibration du moteur peut vraiment changer radicalement le caractère de la machine. Et ça, je l'ai déjà raconté auparavant. C'était le cas lors de la comparaison entre la Panigale V2 et l'ancienne Panigale 959. Là-bas, c'était le même moteur, mais avec un équipement complètement différent. L'un venait de Mitsubishi, l'autre de Continental, et cette moto, sous la poignée en termes de performance, était complètement différente. Celui-ci n'est peut-être pas complètement différent, mais il est nettement plus agréable à conduire parce que l'ancien modèle RS, et d'ailleurs mon RR aussi, sur la route, eh bien, il est un peu rugueux. Même les toutes premières versions qui sont sorties, même ma première impression était qu'il avait été un peu gâché. Le Speed Triple, parce qu'il était très puissant dans les hauts régimes, il l'est sûrement encore plus maintenant, mais le bas n'était pas très fort, un peu rugueux, pas vraiment exploitable, alors que le point fort des Speed Triple a toujours été, c'était justement d'avoir ce bas régime et tout simplement, tu peux tout faire avec cette moto. Tout ce que tu veux, et tu passes de ce bas régime à un milieu puissant. Et en plus, tu as aussi un haut du moteur très rapidement puissant, presque comme sur une corde de nickel. Mais maintenant, après le nouveau calibrage du moteur, avec le nouveau système d'échappement, on a gagné quelques chevaux de plus. Maintenant, on a 183 chevaux. Je crois que dans la mienne, il y en a 178, si je me souviens bien. Encore un newton-mètre de couple en plus, donc maintenant, il y en a au maximum 128. Mais ce n'est pas important, parce qu'aujourd'hui, on n'a utilisé ni la puissance maximale, ni le couple maximal, même une seule fois. Mais le simple fait que sous la poignée, cette moto soit vraiment très charnue et agréable. J'aime le mot charnu quand il s'agit d'un moteur. Il est comme ça. Il n'est pas rugueux. À bas régime, autour de 2000-2500 tours, on sent qu'il n'en a même pas trop envie parce que ces pistons, disons le 3 gros pistons alignés, parce que c'est un 1200 de cylindrée. Tu accélères et tu sens qu'il veut déjà monter dans les tours. Et justement, il s'en sort très rapidement. Et à partir de 2500 tours, on a une poussée vraiment solide, mais sans à-coups, ce qui équilibre parfaitement entre une délivrance de puissance douce, comme sur la S. Miller, et un coup de pied, comme ce serait le cas avec un moteur bicylindre.
En termes de caractère, il se rapproche le plus de la MT-10 qui a 4 cylindres mais en crossplane, donc c'est la comparaison la plus pertinente. Quoi qu'il en soit, rouler avec cette moto à bas régime et dans la plage moyenne est super, super, super agréable. Malheureusement, je dois dire que c'est plus agréable qu'avec la mienne, mais heureusement que la mienne, je l'emmènerai surtout sur circuit. Les bas régimes, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse et ce que je pourrais un peu envier, mais peut-être que je prendrai celui-ci en Pologne et le mien sur circuit, et on verra ce qui se passera, c'est la suspension. Parce qu'ici, il y a le tout dernier all-in semi-actif. Et ce n'est pas parce qu'elle est semi-active en soi. C'est un geste de triomphe. Tu vois, c'est comme ça. Peut-être que c'est étrange de mettre une suspension semi-active sur un naked bike, mais en même temps, ça rend cette moto hyper polyvalente. C'est la toute dernière génération de cette Öhlins qui possède une valve différente. Elle est capable d'ouvrir et de fermer complètement l'amortissement beaucoup plus rapidement. D'après ce qu'ils ont dit, ces valves sont environ 7 fois plus rapides que les précédentes, alors que les précédentes se fermaient déjà, vous savez, en millisecondes à partir de probablement de complètement fermé à complètement ouvert. Comment cela se traduit-il en pratique? En pratique, cela se ressent. Cela signifie que cette moto gère encore plus en douceur son châssis. Et sur la route, on ne le sentait pas parce qu'on roule tout simplement, il absorbe bien les irrégularités, etc. Et il est très stable, super, et il a beaucoup d'adhérence, ce à quoi je vais revenir dans un instant, ça, car c'est intéressant en ce qui concerne le changement de pneus, mais ça, j'espère le ressentir sur circuit. On va voir si dans ces conditions humides, ça va marcher, et sinon, ce sera en Pologne. Parce que si vous avez regardé ma vidéo sur la Speed Trip Plus 1200RR, le dernier jour, j'ai commencé à rouler avec les réglages fixes, c'est-à-dire qu'on désactive la semi-activité, et à ce moment-là, la suspension se comporte comme des vis classiques. Bien sûr, ici aussi, on peut le faire. Et oui, même si je ne roulais pas plus vite, j'avais un meilleur ressenti des motos. Ces suspensions, lors d'une conduite très rapide, les semi-actives, lors d'un freinage très brusque, d'une accélération rapide, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Dans de telles situations très... Lors de réactions rapides, ce passage de l'ouverture, par exemple quand tu roules sur la ligne droite et que les soupapes sont assez ouvertes, puis tu freines brusquement, eh bien malgré tout, elles pouvaient ne pas réagir assez vite et cela provoquait effectivement une petite instabilité. Dans le sens où la moto bougeait, elle accrochait comme une folle, mais elle bougeait un peu. Ici, je suis curieux de savoir si, avec le nouveau logiciel et les nouvelles soupapes, par exemple, cet effet ne sera pas atténué ou s'il ne se produira même plus du tout. Donc, c'est vraiment très intéressant. Malheureusement, je ne pourrais pas faire la mise à niveau de cette suspension. Enfin, je pourrais, mais j'en ai discuté, et cela pourrait ne pas fonctionner, car il y a un tout nouveau contrôleur pour la suspension et des soupapes différentes. Je devrais acheter les soupapes pour les amortisseurs, ce contrôleur, et espérer que cela fonctionne. De la même façon, je ne pourrais pas non plus gagner. Les cartographies moteurs, non, parce qu'il y a un tout nouvel ECU, un tout nouvel ordinateur, donc je vais devoir bricoler simplement sur le banc de puissance et voir si j'arrive à faire quelque chose sur un banc polonais. Une meilleure cartographie que celle qu'ils ont faite sur la moto Sagelem, conforme à l'Euro 5+. Ça va être intéressant. Du côté de l'électronique, le contrôle de wheeling a été ajouté. Je ne l'ai pas encore testé aujourd'hui, mais il paraît qu'au premier niveau, tu peux accélérer, la moto lèvera la roue avant, et apparemment, quand la moto lève la roue, la réaction de la poignée de gaz est retardée. Du genre, si quelqu'un ne sait pas faire, il peut encore jouer avec la poignée de gaz comme ça. Et donc, la moto roulera assez doucement sur la roue arrière, et à mon avis, c'est plutôt cool, mais d'un autre côté, si tu ne sais pas faire de wheeling, alors n'en fais pas. Trouve simplement un endroit où tu peux apprendre, et apprends au lieu de dire « Oh, j'ai le contrôle de wheeling, donc je vais y aller. » Et si tu ne maîtrises pas, tu ne maîtrises pas, donc... Bon, d'accord, je me réjouis de son bonheur, mais je ne sais pas. Faites ce que vous voulez, faites-le de manière relativement sûre, et ne faites de mal à personne d'autre, mais cette fille ne peut vraiment pas marcher sur cette roue, et regardez cela se produire, n'est-ce pas? Choquant. C'est vraiment cool, je conçois Wheelie Control pour que l'ordinateur entraîne la roue arrière pour vous. C'est tellement... De plus, nous pouvons régler la puissance de freinage du moteur. Et c'est cool. J'aimerais l'avoir sur ma moto, mais ce n'est pas le cas. Et il y a un nouveau système d'échappement que je ne sais pas. Je devrais écouter les deux, mais celui-ci sonne très bien, ou mieux que le mien. Je ne sais pas ça.
Qu'est-ce que je vais te dire? Je vais mentir. Ce qui est un changement vraiment important et positif, ce sont les pneus, parce que ce sont à nouveau des Super Corsa SP. Et j'ai toujours dit qu'ils n'avaient aucun sens pour ce type de moto, car Triumph les mettait toujours sur tous les modèles RS et ces pneus ne fonctionnaient jamais sur l'asphalte froid ni sur le mouillé. Mais là, c'est le nouveau modèle V3. Et aujourd'hui, avec Mariusz Łowicki, on était choqués parce qu'on roulait après la pluie et tout à coup, hey, on ne tombe pas, hey, on est vivant, oh, on roule même normalement. Et c'est la preuve de ce que peut faire un mélange de gomme. C'est-à-dire que l'adhérence ne vient pas seulement de la bande de roulement, parce que la bande de roulement n'a pratiquement pas changé, mais de la composition du mélange. Et c'est un énorme changement. C'est un point positif qu'il y ait ces nouveaux pneus ici, qui fonctionnent enfin, parce qu'avant, chaque fois que quelqu'un achetait cette moto, je disais « Hey, il vaut mieux que tu changes pour des pneus plus routiers et que tu gardes ceux-là pour les track days. » Et maintenant, je pense qu'on pourra rouler tranquillement avec ces pneus et on verra comment cette moto se comportera sur circuit. Deuxième partie. Nous venons de passer toute une journée à rouler dans les conditions les plus drôles qui existent parce que soleil et pluie. Le soleil s'est déjà levé, mais il s'est levé et la pluie s'est arrêtée. C'est tout simplement... Oh, il a commencé à pleuvoir. Le soleil va bientôt ressortir. Oh mince, il pleut déjà. Le soleil sort, je suis là. Et c'était littéralement comme ça toute la journée, mais heureusement, nous avons passé toute la journée sur des pneus pluie, car cela aurait été pire si nous avions dû changer de pneus et nous n'aurions pas pu vraiment rouler. Mais là, nous avons eu l'occasion de simplement nous concentrer sur une seule condition et de rouler. Cependant, la dernière session, j'ai eu un moment où c'était vraiment mouillé, mais ensoleillé et très agréable. Et ce que je peux dire à propos de cette moto, en ce qui concerne le circuit, c'est à peu près la même chose que pour ma machine. Elle est merveilleuse. Franchement, ici, la géométrie et le châssis sont tout simplement géniaux. Bien sûr, je n'ai pas pu vérifier aujourd'hui la suspension, à quel point il y a une différence entre celle-ci et la mienne, parce qu'il n'y a pas eu de freinage aussi fort, d'accélération aussi puissante, ni de charge aussi importante qu'avec des slicks. Sur l'asphalte sec, mais il y a ici Felipe qui s'occupe du châssis et j'ai discuté avec lui, je l'ai un peu cuisiné au sujet de ma moto et je l'ai adapté pour continuer à rouler sur le circuit. Et il a dit que cette suspension, ces nouvelles valves, cette rapidité d'action, on la ressentira surtout sur les routes irrégulières ou tout simplement en roulant sur des routes où la suspension doit davantage s'occuper de l'adhérence dans ce que l'on peut appeler la plage de fonctionnement moyenne. Et sur circuit, il a dit qu'on ne devrait pas vraiment sentir une grande différence. Et il m'a suggéré de rouler en mode semi-actif, de trouver mes réglages personnels et préférés. Car d'après son expérience approfondie et tous les tests rigoureux qu'ils ont méticuleusement effectués, c'est véritablement avec la suspension semi-active que l'on obtient les meilleurs résultats. Au final, tu roules tout simplement vite, ce qui est assez logique, car au freinage, tu as plus de soutien, d'amortissement, et au milieu du virage, un peu moins, pour avoir plus de grip. Donc, je vais travailler là-dessus, mais cela donne en même temps une réponse à la question de savoir comment se conduit cette moto et ce qu'il faut faire pour rouler avec sur circuit. Et la réponse est rien du tout, parce que la géométrie de cette machine est réglée de telle sorte qu'elle est déjà prête. Et Philippe m'a dit que je ne pourrais plus abîmer qu'en tirer profit en m'amusant à bricoler la géométrie. Il m'a fait remarquer que ces motos, aussi bien la RS que ma RR, ont pas mal de poids. Déjà à l'avant, sur la roue avant, pour que la moto soit agile, que l'avant accroche bien, qu'elle tourne vraiment bien. Rendre cette géométrie plus agressive peut faire qu'on perde de l'adhérence à l'arrière. Ce n'est pas forcément une bonne direction
Pas forcément. On peut essayer un peu, juste un peu. Avec la plus grande précontrainte du ressort, cela dépend aussi de ton poids. Mais il m'a suggéré que si jamais je voulais essayer, je pourrais installer un ressort un peu plus rigide, mais avec moins de précontrainte à l'arrière, au lieu de jouer sur la précontrainte pour relever l'arrière, c'est-à-dire pour réduire le sag, car dans ce cas, je pourrais perdre de l'adhérence à l'entrée des virages. Et j'ai eu une telle expérience à Almeria avec ma moto où, au milieu du virage, j'ai tout simplement exagéré et l'arrière s'est dérobé. Et aujourd'hui aussi, une fois que j'étais un peu échauffé, j'entrais depuis la ligne droite. Les premiers essais ici à Portimao sont incroyablement rapides. En réalité, il suffit juste de rétrograder et d'accélérer à fond. Mais bon, si tu fais ça sur le mouillé, ça peut être piégeux. Je suis entré et j'ai déjà senti l'arrière. Il a un peu décroché, vous savez, pas à l'accélération, mais à l'entrée du virage. Donc vous voyez, c'est comme ça. C'est comme ça. Ce qui ne m'a pas plu aujourd'hui, c'est le contrôle du wheeling. Il s'est activé et, à mon avis, il n'aurait pas dû s'activer parce que ça fonctionne de façon étrange. Il coupe l'allumage dès la première phase de levée de la roue parce que tu sais, il y a énormément de couple, donc la moto partirait tout de suite vers le haut. Donc tu ouvres les gaz à fond et au début, tu entends ce bruit. Littéralement, puis ensuite, ce n'est qu'après qu'il se stabilise et roule alors tout en douceur sur la roue arrière. Et pour soulever cette roue suffisamment haut, tu prends de la vitesse, donc il s'avère vite que quelqu'un a tiré le wheelie plus loin et va garder les gaz jusqu'au bout. Il roulera alors très vite, ou bien il voudra maintenir les gaz jusqu'au bout pour continuer sur la roue arrière et la moto va vraiment accélérer. Tout simplement, je dis non à ce genre de situation. Si tu veux apprendre à rouler sur la roue arrière, trouve-toi un endroit désaffecté. Un aéroport, une piste, un endroit où il n'y a pas de circulation et entraîne-toi là-bas. Tout simplement, entraîne-toi à rouler sur la roue arrière avec ce type de système désactivé. Bien sûr, en roulant, tu peux ressentir ce moment où la moto se soulève, mais ça ne veut pas dire que tu apprendras à faire des wheelings avec l'aide de l'ordinateur. Non, un point, c'est tout. Je dois terminer, car nous allons bientôt avoir une session justement sur la roue arrière. Et en plus de ça, le wheelie control s'activait dans des moments où, vous voyez, j'avance dans des conditions piégeuses. Aujourd'hui, il y avait des flaques d'eau, etc. Et j'avance, ça tient, puis soudain, ça accroche et ça relâche. Et à cause de cela, cette moto était donc assez imprévisible, mais c'était aussi lié au fonctionnement du contrôle de traction. J'aurais dû diminuer cette intervention, passer déjà en mode sport, car nous avons commencé en mode pluie, puis route. J'aurais dû passer en mode sport, mais aujourd'hui, pas mal de motos ont eu des problèmes et les gars m'ont dit « Hey, si tu peux, détends-toi et… » Enfin bon, essayons peut-être de ne pas tenter ça. Donc ce contrôle de traction nous a un peu retenus. En dehors de cela, globalement, vraiment, si l'on regarde les chiffres, c'est peut-être l'un des meilleurs roadsters que vous puissiez acheter actuellement. Totalement complet. 79 000 zlotys, ce qui semble beaucoup, mais pas tant que ça, si tu regardes à quel point il est complet, à quel point c'est une moto haut de gamme. Et alors? Et pour qui est-elle? J'ai un peu accéléré, parce que Maciek n'a probablement plus besoin d'accélérer. À mon avis, c'est pour quelqu'un qui cherche exactement ce genre de choses. En termes de caractère moteur, c'est ce qui se rapproche le plus de la MT-10. Pour la tenue de route, ici, ce sera un duel avec la M1000 et la S1000R. Eh bien, il faut que je teste le nouveau pour pouvoir vous dire exactement, mais tu sais, c'est super léger, super précis. C'est tout simplement parfait. Il n'y a vraiment rien à reprocher au niveau du châssis. Les freins ABS sont très bons. Nous avons roulé en mode ABS Road. Tout simplement, je roulais sur le mouillé, j'appuyais à fond, il freinait et entrait dans le virage. Jamais il ne m'a pris en défaut ici. Aujourd'hui, étrangement, il n'a pas décroché. Donc voilà, pour moi, cette moto est vraiment équilibrée, parfaitement dosée, rien d'exagéré dans un sens ou dans l'autre, mais en même temps, elle est vraiment terriblement puissante parce que quand la traction nous a permis d'accélérer aujourd'hui, c'était… Et c'est tout. Je termine car je dois rouler sur la roue arrière avec le système wheelie control désactivé. On va voir si j'en suis encore capable. Salut!
Merci beaucoup d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo jusqu'au bout. Votre présence et votre intérêt sont très appréciés. Nous espérons sincèrement que le contenu vous a plu et que vous avez trouvé ce que vous cherchiez. Nous vous remercions de votre fidélité et de votre soutien continu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à partager cette vidéo si elle vous a été utile et à vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines publications. Votre engagement est notre plus grande motivation.